Combien vaut l'amour d'un fils? Cette question me taraudait tandis que je regardais le notaire tamponner les documents devant moi. J'ai vécu 70 ans et je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, barrant le nom de mon fils unique de mon testament, les larmes coulant sur mon visage ridé. Je m'appelle Margot Dubois. Je suis née et j'ai grandi à Lyon, mais Paris est ma maison depuis plus de 4 décennies. C'est ici que j'ai élevé mon fils Étienne après le décès prématuré de mon mari François. J'ai dédié mon existence à ce garçon aux yeux curieux qui m'a appelé un jour « maman » avec tant d'amour que mon cœur avait l'impression de ne plus rentrer dans ma poitrine. Il fait froid au bureau d'état civil, non seulement à cause de la température, mais aussi à cause du poids de la décision que je viens de prendre. Les murs beiges délavés témoignent chaque jour en silence d'histoires comme la mienne, des histoires de famille, d'amour, de trahison. L'homme en face de moi, Monsieur Lefebvre, me regarde avec un mélange de pitié et de malaise professionnel. « Madame Dubois, êtes-vous absolument sûre de cette décision ?» demande-t-il en ajustant ses lunettes sur son nez pointu. Je sens mes yeux pleurer à nouveau, mais j'avale la boule dans ma gorge. « Oui, monsieur. J'en suis sûre. » Les mots sortent de ma bouche comme des pierres. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Comment ce garçon que je berçais dans mes nuits d'insomnie, que je nourrissais de la sueur de mon travail de couturière dans la prestigieuse rue du Faubourg Saint-Honoré, aurait-il pu prononcer ces mots qui me brûlent encore les oreilles comme un fer chaud? Tu es un fardeau, maman. Un fardeau que je ne peux plus porter. C'était un après-midi d'automne, alors que les feuilles tombaient lentement des arbres du jardin du Luxembourg, notre lieu de promenade préféré le dimanche quand il était petit. J'étais tombée chez moi 2 jours auparavant. Rien de grave, juste la fragilité de la vieillesse qui se manifeste dans mes genoux fatigués. J'ai appelé Étienne, non pas pour demander de l'aide, mais juste pour entendre sa voix, pour sentir que je n'étais pas tout à fait seule dans l'appartement qui résonnait autrefois de son rire d'enfant. Il est venu, oui, mais avec l'expression lourde d'un homme qui s'acquitte d'une obligation non désirée. Il était assis sur le canapé usé du salon, regardant constamment la montre coûteuse à son poignet, un cadeau que je lui ai offert lorsqu'il a terminé ses études en administration à la prestigieuse école des hautes études commerciales. « Maman, il faut qu'on parle », dit-il après avoir rejeté la tisane que je lui ai offerte en lui serrant la main. Claire et moi envisageons de déménager à Bordeaux. L'entreprise y a ouvert une succursale et m'a proposé une promotion. « Comme c'est merveilleux, mon chéri, répondis-je avec une joie sincère, ignorant la douleur qui commençait déjà à se former dans ma poitrine. Vous méritez tout le succès du monde. C'est alors qu'il m'a dit, sans me regarder dans les yeux, le problème, c'est toi, maman. Tu vieillis, tu es plus dépendante. Comment pouvons-nous changer sachant que tu es là, seule, à tomber dans la maison? Tu es devenu un fardeau. Un fardeau. 70 années de vie réduites à un fardeau. Toutes les nuits blanches, tous les sacrifices, toutes les économies dépensées pour son éducation, tous les baisers sur ses genoux meurtris, toutes les histoires racontées à la lueur des bougies pendant les coupures de courant, tout cela était désormais un fardeau. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le silence remplit la pièce comme un épais brouillard tandis que je digérais ce mot qui semblait avoir été spécialement conçu pour percer le cœur de ma mère. Je comprends, c'était tout ce que je pouvais dire. Mais la vérité est que je n'ai pas compris. Comment pourrais-je? Comment une mère comprend-elle que l'enfant qu'elle portait dans son ventre la considère désormais comme un fardeau à laisser derrière elle? Le notaire s'éclaircit la gorge, me ramenant au présent. Les documents sont prêts, Madame Dubois. Votre fils, Étienne Dubois, est officiellement radié de votre testament. Tous vos biens, y compris l'appartement de la rue de Rivoli et vos économies, iront à l'association caritative que vous avez choisie. Je signe les papiers avec une main qui tremble non pas à cause de ma faiblesse physique, mais à cause de l'ampleur de ce que je fais. En terminant la dernière signature, je ressens un mélange de libération et de profonde tristesse. La vengeance n'est pas ce que je recherche. C'est quelque chose de plus profond, de plus douloureux, de plus nécessaire. C'est une leçon que j'espère qu'il comprendra un jour, même si je ne suis plus là pour en être témoin. Et pensez-vous connaître la raison de ma décision?
Pouvez-vous croire que ce n'est que l'histoire d'une mère blessée qui cherche à se venger? Oh, comme vous vous trompez. Il y a bien plus dans cette histoire que les paroles cruelles d'un fils ingrat. Ce qui s'est passé après cette journée dans le parc a tout changé et ce que j'ai découvert sur Étienne et sa femme Claire ne m'a pas laissé le choix. Continuez à regarder pour découvrir le secret qui m'a empêché de garder mon fils comme héritier, et le rebondissement surprenant que le destin nous réservait à tous les deux. Après cet après-midi dans le parc, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement la douleur des paroles d'Étienne, mais la prise de conscience que, d'une certaine manière, j'avais échoué en tant que mère. Où est-ce que je me suis trompée? À quel moment mon garçon aux yeux bienveillants est-il devenu cet homme froid et calculateur, pour qui je n'étais qu'un inconvénient? Pendant une semaine, je suis à peine sortie du lit. Les murs de mon petit appartement semblaient se refermer sur moi, témoin silencieux de ma solitude. Les photographies d'Étienne enfant, adolescent, puis adulte, souriant à sa remise de diplôme, semblaient me moquer depuis les étagères. Qui était ce garçon sur les photos? Est-ce que je le connaissais vraiment? C'est Mathilde, ma voisine et amie depuis 30 ans, qui a fini par me sortir de cet état. Il s'est présenté à ma porte avec une tarte aux pommes encore chaude et une ferme détermination dans ses yeux tachés de vieillesse. Assez, Margot. Levez-vous. Vous n'êtes pas la première mère à avoir un enfant ingrat et malheureusement, vous ne serez pas la dernière. Sa franchise m'a frappé comme une gifle nécessaire. Mathilde a perdu son fils unique, Julien, à cause d'un cancer il y a 15 ans. Qui étais-je pour m'apitoyer sur mon sort devant elle, qui portait une douleur que je ne pouvais même pas imaginer? Je m'inquiète pour toi, ma chérie, continua-t-elle, déjà dans la cuisine, préparant un café fort tandis que j'étais assise à table, toujours en peignoir. Étienne m'a appelé. Mon cœur manqua un battement. Que voulait-il? Il m'a demandé si je pouvais garder un œil sur toi. Il a dit qu'il s'inquiétait de sa capacité à vivre seul. Elle s'arrêta, les yeux fixés sur les miens. Il a parlé d'une solution plus permanente, point. Un frisson me parcourut le dos. Quelle solution? Une maison de retraite, Margot. Près de Bordeaux, pour qu'il puisse y venir régulièrement, point. Le sarcasme dans sa voix était évident. J'avais l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Une maison de retraite? Moi qui faisais encore mes courses toute seule au marché Saint-Germain, qui cousais encore des robes pour le plaisir, qui lisais encore avec voracité les classiques sans avoir besoin de lunettes. Mais c'est absurde. Je n'ai pas besoin, je ne veux pas. Bien sûr que ce n'est pas nécessaire. Mathilde frappa la tasse plus fort que nécessaire sur la table. Mais il ne s'agit pas de vos besoins, ma chérie. C'est une question de commodité. Les leurs. C'est ce matin-là, assis dans ma petite cuisine aux arômes de café et de tarte aux pommes, que j'ai commencé à voir clairement la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'être traité de fardeau. Il s'agissait de ce qu'il y avait derrière ces mots, un projet pour me repousser, pour me débarrasser de moi, comme si j'étais un meuble ancien qui ne cadre plus avec le décor moderne de leur vie. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Mathilde, ses yeux révélant qu'elle savait déjà que je n'accepterais pas cela passivement. « D'abord, je vais prendre une douche et m'habiller convenablement, répondis-je, sentant une étincelle de mon ancienne force revenir. Plus tard, je découvrirai exactement ce que fait mon fils. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue une sorte de détective de ma propre vie. Avec l'aide discrète de Pierre, le neveu avocat de Mathilde, j'ai commencé à enquêter sur les finances d'Étienne et sur la raison de son soudain intérêt à me déplacer dans une maison de retraite. Ma première visite fut au café de Flore, où Antoine, un vieil ami qui travaillait à la banque où Étienne avait un compte, accepta de me rencontrer discrètement. Le café était rempli de touristes et de Parisiens élégants, le buzz parfait pour une conversation qui n'était pas destinée à être entendue. Je ne devrais pas faire ça, Margot, marmonna Antoine en regardant nerveusement autour de lui tout en me glissant une enveloppe sous la table. Mais après tout ce que vous avez fait pour ma mère pendant sa maladie, disons simplement que je vous dois une dette de gratitude. Dans l'enveloppe se trouvaient des relevés bancaires qui racontaient une histoire alarmante.
Factures en retard, prêts consécutifs, retrait de plus en plus important. La richesse qu'Étienne avait bâtie ou que je pensais qu'il avait bâtie n'était qu'une façade soutenue par une montagne croissante de dettes. Est-ce aussi grave qu'il y paraît? Ai-je demandé, la voix tremblante. Antoine hocha gravement la tête. Pire encore. Il a déjà hypothéqué sa maison à 2 reprises. La banque envisage une saisie. J'ai quitté le café avec un vertige, et ce n'était pas dû au café fort que j'avais bu. Comment mon fils, à qui j'ai enseigné la valeur de la frugalité et le fait de vivre selon ses moyens, en est-il arrivé là? Mon prochain arrêt était le bureau de Pierre, situé dans un immeuble Art Nouveau du 7e arrondissement. Le jeune avocat, d'une trentaine d'années et au regard rusé qui ressemblait à celui de sa tante Mathilde, avait déjà entamé sa propre enquête. Vos soupçons étaient fondés, Madame Dubois, dit-il en posant un dossier sur la table entre nous. Votre fils a consulté non pas un, mais 3 notaires différents sur la possibilité d'être désigné comme son tuteur légal. Tuteur légal? Mais ça voudrait dire... Cela signifierait qu'il aurait un contrôle total sur ses actifs, ses finances, ses décisions médicales, tout. Pierre ajusta ses lunettes, un geste qui me rappela le notaire chez qui cette histoire avait commencé. Heureusement, aucun d'entre eux n'a semblé réceptif à l'idée, étant donné qu'on est clairement capable de prendre soin de soi et de prendre ses propres décisions. Un mélange de soulagement et d'horreur m'envahit. Mais va-t-il continuer à essayer? C'est probable. Surtout compte tenu de votre situation financière. Pierre hésita, comme s'il décidait de tout ce qu'il allait révéler. Madame Dubois, il y a autre chose que j'ai découvert. À propos de la promotion à Bordeaux. Et elle? Il n'y en a pas. Du moins, pas comme il vous l'a décrit. Il est muté, oui, mais c'est pratiquement une rétrogradation. Un dernier recours avant un licenciement complet. Chaque nouvelle révélation était comme un coup dur, me coupant le souffle. Le fils que je pensais connaître, dont je croyais pouvoir suivre la vie même à distance, m'était pratiquement étranger. La semaine suivante, j'ai décidé de franchir une étape encore plus audacieuse. Avec l'aide de Mathilde, j'ai visité l'EHPAD de Bordeaux dont Étienne m'avait parlé. C'était un endroit assez agréable, avec des jardins bien entretenus et un personnel souriant, mais il y avait quelque chose d'étrangement institutionnel dans ces murs pâles et ces longs couloirs. Ce n'était pas une maison. C'était une installation. Nous sommes très excités à l'idée d'accueillir votre mère, Monsieur Dubois, a déclaré la réalisatrice, une femme d'âge moyen au sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous comprenons qu'elle aura besoin de soins particuliers, compte tenu de son état. Je restais figé dans le couloir, hors de vue, à écouter la conversation entre mon fils et cette femme qui discutait de mon avenir comme si j'étais déjà incapable d'avoir une opinion. Oui, malheureusement, elle est de plus en plus confuse, entendis-je Étienne dire d'une voix pleine d'inquiétude dont je savais maintenant qu'elle était fausse. Parfois, il ne reconnaît même pas ses propres petits-enfants. Mes petits-enfants? Mais Étienne et Claire n'ont pas eu d'enfants. Le mensonge était si flagrant, si complet, que j'ai dû me couvrir la bouche pour ne pas laisser échapper un son d'indignation. Cela doit être très difficile pour vous tous, a commenté le réalisateur avec une fausse sympathie. Heureusement, nous disposons d'excellents spécialistes de la démence et des troubles cognitifs. Votre mère sera entre de bonnes mains. Folie? Déficience cognitive? La colère qui s'est accumulée dans ma poitrine m'a presque étouffé. Mais l'heure n'était pas aux affrontements. Il était temps de rassembler des informations. Sur le chemin du retour vers Paris, Mathilde a essayé de me consoler. C'est écœurant, je sais. Mais au moins, maintenant tu sais à quoi tu as affaire. J'ai regardé par la fenêtre du train, regardant le paysage bucolique de la France rurale défiler dans un flou. Oui, je sais. Mon fils fabrique des mensonges sur ma santé mentale pour m'engager dans une institution et prendre le contrôle de mon argent pour rembourser ses dettes. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Une froide détermination s'était installée dans mon cœur. Je protégerai ce qui m'appartient. Et je découvrirai quand exactement j'ai perdu mon fils à cause de la cupidité.
Ma dernière étape de ce voyage de découverte fut le luxueux appartement d'Étienne et Claire dans le 16e arrondissement, une adresse qu'ils ne pouvaient, je le savais désormais, ne pas pouvoir se permettre. En utilisant la clé que j'avais encore en cas d'urgence, je suis entré alors que je savais qu'ils allaient tous les deux sortir. L'appartement était un témoignage d'opulence, des meubles design, des œuvres d'art coûteuses, une cuisine qui ressemblait à un magazine de décoration. Mais il y avait aussi des signes de désespoir, des lettres de relance empilées sur le bureau, des rappels de factures en souffrance, et même un avis d'expulsion à moitié caché sous un magazine. C'est dans le bureau d'Étienne que j'ai trouvé le coup de grâce, un plan financier détaillé, rédigé de sa propre main, démontrant comment la vente de mon appartement et l'accès à mes économies permettraient de résoudre ses problèmes les plus urgents. Un plan qui dépendait entièrement de ma déclaration d'incompétence et de la prise en main légale de mes finances. Je m'assis dans son fauteuil en cuir italien, tenant ce papier comme s'il s'agissait d'une chose vivante et dangereuse. La douleur était presque physique, comme si quelqu'un m'avait planté un couteau dans le cœur et le faisait tourner lentement. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Comment mon fils, que j'ai élevé de manière honnête et fondée sur des principes, est-il devenu cet homme désespéré, prêt à détruire ma dignité pour maintenir sa façade de réussite? Il faisait déjà nuit quand je rentrais chez moi. Mathilde attendait dans mon appartement, inquiète de ma longue absence. « Tu as l'air épuisé, dit-elle en me guidant vers le canapé. Que as-tu trouvé? Tout, répondis-je simplement. Et rien de ce que j'ai vu ne me donne de l'espoir. Je lui ai parlé du plan détaillé, des mensonges qu'Étienne était prêt à raconter, de la vie d'apparence qu'il avait bâtie sur le dos d'une dette désastreuse. Je lui ai parlé de la maison de retraite, de la prétendue démence qu'il avait inventée pour moi. Mathilde écoutait en silence, ses yeux sages ne quittant pas mon visage. « Et maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Vas-tu le confronter ?» « Oui, répondis-je, étonnamment calme. Mais d'abord, je vais voir le notaire. Il est temps de protéger ce que j'ai construit au prix de tant de sacrifices. » Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec Monsieur Lefebvre, le même notaire qui apparaît au début de ce récit. J'ai expliqué ma situation et mes envies. « Voulez-vous déshériter complètement votre fils ?» demanda-t-il, visiblement surpris. « C'est une décision très grave, Madame Dubois. »« J'en suis conscient, répondis-je d'une voix ferme. Mais j'ai plus qu'assez de raisons, comme je te l'ai expliqué. Pourtant, d'après mon expérience, les décisions prises dans des moments de profonde blessure sont souvent regrettées plus tard. » Ces paroles ont touché quelque chose en moi. Est-ce que ce que j'ai ressenti a été blessé? Oui, en partie. Mais il y avait aussi de la désillusion, de la colère et un profond sentiment de trahison. Et pourtant, avez-vous des enfants, Monsieur Lefebvre? J'ai demandé. 2, répondit-il, un bref sourire adoucissant son visage habituellement sévère. Alors tu sais que peu importe ce qu'ils font, une partie de nous les verra toujours comme ces petits-enfants que nous tenions autrefois dans nos bras, n'est-ce pas? Il hocha la tête, comprenant. Il existe peut-être une troisième option, dit-il après quelques instants de réflexion. Quelque chose qui protège vos actifs, envoie un message clair, mais laisse toujours la porte ouverte à la réconciliation, si c'est quelque chose que vous pensez possible. Lorsque j'ai quitté l'étude du notaire 2 heures plus tard, je me sentais à la fois épuisé et revigoré. Le plan était en marche. Maintenant, il était temps de confronter mon fils. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au pont des Arts, le célèbre pont des Écluses d'Amour. Il y a des années, quand Étienne était adolescent, nous y avions posé notre propre cadenas non pas en tant qu'amant, mais en tant que mère et fils, une promesse d'amour inconditionnel à travers toutes les tempêtes de la vie. Les cadenas d'origine avaient déjà été retirés par les autorités municipales, préoccupées par le poids supplémentaire sur la structure du pont. Mais le souvenir est resté, aussi vif que le jour où nous étions là, riant et jurant que je croyais indestructible. Un jour tu auras des enfants, Étienne, avais-je dit en ce jour lointain, et alors tu comprendras ce que signifie aimer quelqu'un plus que soi. Je crois que je comprends maintenant, maman, avait-il répondu, ses 17 ans remplis d'un sérieux prématuré.
C'est ce que je ressens pour toi. Je ferai n'importe quoi pour te protéger. L'ironie de ce souvenir me coupe maintenant comme du verre. Comment sommes-nous arrivés de ce moment d'émotion à cet abîme de trahison? Debout sur le pont, regardant la Seine couler sans relâche en contrebas, j'ai pris une décision finale, aussi douloureux que cela puisse être, je confronterai mon fils à tout ce que j'avais découvert. Pas pour me venger, mais pour une dernière tentative de compréhension et peut-être, même si cela semblait impossible à ce moment-là, de récupérer quelque chose du garçon que j'avais élevé. Le lendemain matin, je l'ai appelé. Étienne, il faut qu'on parle. C'est urgent. Et vous pensez savoir ce qui va se passer ensuite? Que ce n'est qu'une histoire de trahison et de vengeance. Il y a plus de niveaux dans ce drame familial qu'il n'y paraît à première vue. La confrontation à venir révélera non seulement la vérité sur Étienne, mais aussi un secret que j'ai gardé toute ma vie. Continuez à regarder pour être témoin du moment où la mère et le fils seront enfin confrontés à la vérité qu'ils ont tous deux essayé de cacher. J'ai choisi le café Les Deux Magots pour notre rencontre. Une place publique, pleine de touristes et de Parisiens sophistiqués, où Étienne n'oserait pas faire une scène. Un endroit qui contenait des souvenirs je l'Y emmenait le dimanche, quand il était petit, pour boire du chocolat chaud et regarder les gens passer. Je suis arrivé le premier, délibérément. J'ai choisi une table dans le coin, avec vue sur la place Saint-Germain-des-Prés et la vieille église en fond. La journée était d'une beauté exceptionnelle pour un automne parisien, le ciel était d'un bleu intense, les feuilles dorées dansaient sous la douce brise. Quand Étienne est entré dans le café, j'ai immédiatement remarqué à quel point il avait l'air fatigué. Il y avait de profonds cernes sous ses yeux et sa posture normalement impeccable montrait des signes de défaite. L'espace d'un instant, j'ai senti à nouveau cet instinct maternel, le désir de le protéger, de résoudre ses problèmes, de faire en sorte que tout se passe bien. Mais ensuite je me suis souvenu des documents que Pierre m'avait montrés, des consultations avec les notaires, du projet de me déclarer inapte. « Maman », dit-il en se penchant pour m'embrasser sur les joues, le rituel français aussi automatique que vide à ce moment-là. « Tu as l'air bien. Mieux que la dernière fois. »« Merci, mon fils. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Un serveur s'approche et Étienne commande un expresso. J'étais déjà à moitié plein de ma tasse de thé au jasmin. « Alors quelle est l'urgence ?» demanda-t-il, ses yeux évitant les miens. « Claire et moi sommes en train de préparer le déménagement. Il y a 1000 choses à régler. » Y compris que faire de moi? Les mots sont sortis plus nets que prévu, mais je ne l'ai pas regretté. Ses yeux rencontrèrent finalement les miens, un mélange de surprise et de culpabilité. « De quoi parles-tu » J'ai sorti de mon sac un dossier que Pierre m'avait préparé, des copies de documents prouvant ses rendez-vous chez les notaires, des relevés bancaires montrant sa situation financière précaire, voire une brochure de l'EHPAD de Bordeaux qu'il avait visité. Je parle de ça, Étienne. Je parle de ton projet de me mettre dans une institution pour prendre le contrôle de mon argent et te sauver de la ruine financière que tu as toi-même créée. Son visage pâlit, puis rougit. J'ai vu ses mains trembler légèrement tandis qu'il feuilletait les documents. « Comment as-tu eu ça ?» Sa voix était presque un murmure. « Est-ce important ? Ce qui compte, c'est que je sache tout. Je sais pour les dettes. Je suis au courant du quasi-licenciement déguisé en promotion. Je sais pour la maison de retraite. » J'ai fait une pause, laissant les mots pénétrer. Je sais que mon propre fils ne me voit pas seulement comme un fardeau, mais comme un obstacle entre lui et mon argent. J'ai attendu qu'il nie, qu'il se défende, qu'il me fournisse une explication élaborée. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'ai vu son visage tomber, ses yeux se remplir de larmes. J'ai vu mon fils, mon Étienne, se briser devant moi. « Je suis désolé, maman, dit-il, la voix brisée. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés à ce point. Je ne sais pas comment je suis devenu ça. » Pendant un moment, je suis resté sans voix. C'était la dernière réaction à laquelle je m'attendais. « L'argent ?» continua-t-il en s'essuyant discrètement les yeux avec une serviette. « Ça a commencé avec des petits luxes que je ne pouvais pas me permettre.
Puis sont arrivés les emprunts, les dettes qui s'accumulent, les mensonges à clair sur notre situation. L'appartement qu'on ne pouvait pas se permettre, la voiture qui était bien au-dessus de nos moyens. Tout pour conserver une apparence, pour simuler une réussite que je n'ai jamais vraiment obtenue. J'ai regardé mon fils vraiment regarder et j'ai vu quelque chose que j'avais ignoré pendant des années, une profonde insécurité, une peur constante de ne pas être assez, de décevoir. Pourquoi, Étienne? Pourquoi ce besoin de paraître? Il eut un rire amer et sans humour. Tu demandes vraiment pourquoi, maman? Toi, qui as grandi dans une famille simple à Lyon et qui s'est taillé une place parmi les plus grandes couturières de Paris? Toi, qui as élevé seul un fils après la mort de père, sans jamais accepter l'aide de qui que ce soit? Toi, qui m'as toujours dit que je pouvais être n'importe quoi, tout réaliser, si je travaillais assez dur? J'avais l'impression d'avoir été giflé. Était-ce ce que mon fils voyait en moi? Une attente impossible à satisfaire? Une norme inaccessible? Je voulais seulement le meilleur pour toi, murmurai-je, me sentant soudain perdu. Et je voulais juste que tu sois fier de moi, répondit-il, sa voix à peine audible dans l'agitation du café. Nous restâmes silencieux un long moment, chacun absorbant les révélations de l'autre. Le serveur apporta le café d'Étienne, mais il resta intact, refroidissant entre nous. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Que sais-tu » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Je l'ai déjà fait, Étienne. J'étais chez le notaire ce matin. J'ai modifié mon testament. Je vis à nouveau son visage pâlir, mais cette fois il n'y eut pas de surprise, seulement de la résignation. Je vois, dit-il en hochant lentement la tête. Assez juste. Plus que juste, en fait. Non, répondis-je, tu ne comprends pas. J'ai sorti un autre document de mon sac, celui-ci, nouvellement signé ce matin-là. Je l'ai poussé à travers la table vers lui. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, confus. Leïa. En serrant la main, il ouvrit le document. J'ai vu ses yeux parcourir les lignes, la confusion sur son visage grandissant à chaque paragraphe. Maman, c'est un accord de prêt, ai-je ajouté. Je vous prête suffisamment d'argent pour rembourser vos dettes et recommencer. Avec des conditions de paiement claires, des intérêts équitables et une clause spécifique. Quelle clause? Demanda-t-il, toujours abasourdi. Que tu suives une thérapie, Étienne. Que tu cherches de l'aide pour comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin de construire cette façade, ce château de cartes qui s'est effondré sur toi. Il leva les yeux du document, les larmes coulant librement maintenant. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça après tout ce que j'ai prévu, après ce que j'ai dit? Après l'avoir traité de fardeau? Ce fut à mon tour de sentir les larmes me monter aux yeux. Parce que je suis ta mère, Étienne. Et cela signifie que je t'aime même si tu ne le mérites pas. Cela signifie que je vois au-delà de tes erreurs et que je vois l'homme que je sais que tu peux être. J'ai tendu la main par-dessus la table et après un moment d'hésitation, il l'a prise dans la sienne. Ses mains, autrefois suffisamment petites pour se perdre dans les miennes, s'enroulaient maintenant doucement autour de mes doigts ridés. Tu as raison sur une chose, continuai-je. J'ai toujours attendu beaucoup de toi. Peut-être trop. Je voulais tellement que tu aies des opportunités que je n'ai jamais eues, que peut-être j'ai oublié de te montrer que je t'aimerais, peu importe ce que tu accomplirais. Je ne mérite pas votre gentillesse, murmura-t-il. Aucun de nous ne mérite la gentillesse, mon chéri. C'est pour ça qu'on appelle ça de la gentillesse, pas de la dignité. Dans ce café historique, entouré de touristes prenant des photos et de Parisiens pressés, mère et fils ont commencé à reconstruire un pont qu'ils avaient tous deux, de différentes manières, contribué à détruire. Mais il restait encore une dernière révélation à faire. Un secret que j'ai porté tout au long de ma vie et que, j'ai réalisé à ce moment-là, qu'il était temps de le partager. Pensez-vous que vous connaissez cette histoire maintenant? Qu'il s'agit simplement de pardon et de réconciliation?
Il reste une dernière pièce de ce puzzle qui va changer tout ce que vous pensiez comprendre sur moi, sur Étienne et sur le vrai sens de la famille. Une révélation si profonde qu'elle transformera non seulement notre relation, mais toute la compréhension de nos vies. Continuez à surveiller le dernier chapitre de cette histoire, où le secret gardé pendant 70 ans sera enfin révélé. Une semaine après notre rencontre au café, j'ai invité Étienne à dîner dans mon appartement. Il accepta volontiers, sans la réticence qui était devenue caractéristique de ses visites ces dernières années. J'ai préparé la bouillabaisse, son plat préféré depuis son enfance. L'appartement était rempli de l'arôme réconfortant du safran, des herbes provençales et des fruits de mer lorsque la sonnette retentit à cette heure précise. Étienne est arrivé avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées, et une bouteille de chablis. Il y avait en lui une légèreté que je n'avais pas vue depuis des années, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. L'argent que je lui ai prêté avait déjà servi à négocier avec ses créanciers les plus pressants, et il m'a dit qu'il avait eu sa première séance de thérapie. C'est bizarre, dit-il en m'aidant à mettre la table, un rituel que nous faisions ensemble quand il était plus jeune. Parler à un étranger de choses que je n'ai jamais pu dire, même à moi-même. Les vérités les plus dures sont celles que nous gardons même pour nous-mêmes, répondis-je en pensant à ce que j'allais révéler. Nous avons dîné tranquillement, discutant de choses légères, des souvenirs heureux de son enfance, des histoires drôles de mes années de couturière, des observations sur la façon dont Paris avait changé et était resté le même au fil des décennies. Ce n'est que lorsque nous avons servi le café, assis côte à côte sur le canapé usé du salon, que j'ai trouvé le courage de faire ce que j'avais à faire. Étienne, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Il a dû sentir la gravité de ma voix, car il a posé sa tasse sur la table et s'est tourné vers moi avec toute son attention. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je me levai, me dirigeai vers le vieux coffre en chêne où je gardais mes trésors les plus précieux et en sortis une petite boîte en bois sculpté. Je suis retourné au canapé et je l'ai placée entre nous. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, curieux. La vérité, répondis-je simplement en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie sépia, des lettres jaunies par le temps et un petit médaillon en argent. J'ai pris la photo et je la lui ai tendue. Sur l'image, une jeune femme qu'il a reconnue comme étant moi, âgée d'une vingtaine d'années, se tenait à côté d'un homme en uniforme militaire. Ce n'était pas ton père, François. Qui est cet homme? Demanda Étienne, la confusion évidente sur son visage. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant aux mots que j'avais répétés tant de fois dans mon esprit mais que je n'avais jamais eu le courage de prononcer. Il s'appelait Robert Lemaire. Un soldat américain stationné en France après la guerre. Nous sommes tombés amoureux quand j'avais à peine 19 ans. Je m'arrêtai, rassemblant mon courage. C'est ton père biologique, Étienne. J'ai vu le choc se propager sur le visage de mon fils comme une vague. Il a regardé la photo vers moi, puis de nouveau vers la photo. Mais, papa? François. François est l'homme qui t'a élevé, qui t'a aimé comme sien dès le premier jour. Il m'a épousée sachant que j'étais enceinte d'un autre homme. Il a choisi d'être ton père de toutes les manières qui comptent vraiment. Étienne a soigneusement placé la photographie sur le canapé entre nous. Pourquoi tu me dis ça maintenant? C'était une question légitime, que je m'étais posée à plusieurs reprises avant de décider de révéler ou non la vérité. Parce que nous réalisons, vous et moi, à quel point les secrets et les mensonges peuvent détruire. Parce que vous êtes en voyage pour découvrir qui vous êtes vraiment, sans les façades et les attentes. Et parce que vous méritez de connaître toute votre histoire, vos véritables racines. Il resta silencieux pendant un long moment, assimilant la révélation. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était étonnamment calme. Que lui est-il arrivé? À Robert? J'ai sorti le petit paquet de lettres de la boîte. Il est retourné en Amérique à la fin de son service. Il a promis de m'envoyer un passage pour que nous puissions nous marier là-bas. Ce sont les lettres qu'il a envoyées. J'ai fait une pause, la vieille douleur refait surface. Puis ils ont arrêté de venir. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de sa mère.
Robert était mort dans un accident de voiture. Et tu as découvert que tu étais enceinte. J'ai hoché la tête. Dans la France de l'après-guerre, la vie d'une mère célibataire n'a pas été facile. Mes parents voulaient que je fasse adopter le bébé, toi, en adoption. C'est alors que François, qui m'avait toujours aimé en silence, m'a proposé de m'épouser. Est-ce qu'il le savait? Depuis le début. Et cela ne lui importait pas. Il t'a aimé dès le premier instant, Étienne. Il n'y a jamais eu un seul moment où il t'a traité différemment que si tu étais son fils biologique. Les larmes coulaient désormais librement sur le visage d'Étienne. Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Au début, tu étais tout petit. Puis François nous a demandé d'attendre que tu sois plus grand. Puis, il est mort si subitement alors que tu n'avais que 8 ans. Tu étais tellement dévasté, et j'avais tellement peur que la vérité t'éloigne non seulement de la mémoire de François, mais aussi de la mienne. J'ai séché mes propres larmes. Au fil du temps, il m'a semblé de plus en plus difficile de trouver le bon moment. À chaque anniversaire, à chaque Noël, je me disais, c'est peut-être le bon jour. Et puis le courage m'a manqué. Étienne sortit le médaillon d'argent de la boîte et l'examina attentivement. À l'intérieur, il y avait une petite photographie de Robert, au dos, les mots gravés, pour toujours et en un cas. Voici donc l'homme dont le sang coule dans mes veines, dit-il presque pour lui-même. Un homme que je n'ai jamais rencontré. Mais tu connais la moitié de ton histoire grâce à moi, répondis-je doucement. Et l'autre moitié à travers l'homme qui a choisi d'être ton père. Le sang est important, Étienne, mais les choix que nous faisons aimer, prendre soin, rester sont ce qui construit véritablement une famille. Il hocha lentement la tête, toujours en train de tout comprendre. Puis il demanda quelque chose qui me surprit complètement. Est-ce qu'il est au courant pour moi? Sa famille en Amérique? Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Je ne sais pas. Robert a dû parler de moi, de nous, à sa mère, car elle savait où me trouver pour lui envoyer la nouvelle de sa mort. Mais s'il vous connaissait avant de mourir, je ne peux pas le dire. Je pourrais avoir des cousins, des oncles, voire des demi-frères et sœurs quelque part en Amérique, songea-t-il, un nouveau monde de possibilités s'ouvrant à son horizon. C'est possible, ai-je accepté. Les Lemaire étaient originaires de l'Ohio, d'une petite ville appelée Marietta. La famille y avait une quincaillerie, d'après ce que m'a dit Robert. Nous nous tûmes à nouveau, chacun perdu dans nos propres pensées. C'est Étienne qui finit par parler. Tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? J'ai regardé la photo fanée, ressentant cette vieille douleur mêlée à une douceur qui n'a jamais complètement disparu. Oui, avec toute l'intensité de mes 19 ans. Ce fut un amour bref mais vrai. Mais, ajoutai-je en prenant ses mains dans les miennes, cela ne diminue en rien l'amour que j'ai ressenti pour François, l'homme avec qui j'ai choisi de partager ma vie, l'homme qui t'aimait comme son sang. Et l'homme que j'ai toujours connu comme mon père, a ajouté Étienne, la voix brisée. Cela ne change rien à ce qu'il représentait pour moi. Bien sûr que non, ai-je accepté. Certains liens vont bien au-delà du sang, mon fils. Il regarda de nouveau le médaillon qu'il tenait à la main. Puis-je avoir ça? Bien sûr. Cela fait autant partie de votre histoire que de la mienne. J'ai regardé mon fils fermer le médaillon et le placer soigneusement dans la poche de sa chemise, à côté de son cœur. Il y avait une nouvelle dignité chez lui, une compréhension plus profonde dans ses yeux. Quand je t'ai appelé l'autre jour, après notre conversation autour d'un café, commença-t-il avec hésitation, et que je t'ai dit que tu avais annulé le changement de testament. J'étais tellement confus. Je ne méritais pas cette gentillesse. Ah, mais tu mérites une seconde chance, Étienne. Nous la méritons tous. Je souris en lui serrant la main. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de signer les papiers notariés annulant votre héritage. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais tu as dit... J'ai dit que j'avais modifié mon testament, et je l'ai fait. J'ai ajouté une clause stipulant qu'une partie servirait à créer une fondation à la mémoire de François et Robert, les deux hommes qui, chacun à leur manière, vous ont donné la vie. Le reste à vous,
pour que vous puissiez l'utiliser avec sagesse et détermination. C'est donc pour ça que le notaire m'a appelé. Murmura-t-il en se souvenant. Il voulait que je signe comme témoin de la nouvelle version. Exactement. Et selon lui, tu as pleuré au bureau. Étienne baissa la tête, une légère rougeur colorant son visage. C'était un moment de clarté. De réaliser à quel point je m'étais perdu, à quel point je m'étais éloigné des valeurs que papa et toi aviez toujours essayé de m'enseigner. J'ai souri, ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa voie, mon chéri. Il m'a fallu 70 ans pour trouver le courage de partager ma vérité. Toi, à tout juste 42 ans, tu commences déjà à reconstruire ta vie sur des bases plus honnêtes. Nous nous sommes embrassés, un long et vrai câlin, sans les barrières invisibles qui s'étaient dressées entre nous au fil des années. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, pas seulement du regret ou de la gratitude, mais une détermination. « Maman, dit-il d'une voix ferme, je ne vais pas à Bordeaux. »« Quoi ? » ?»« Mais la promotion. » »« C'est comme tu l'as dit, ce n'est pas vraiment une promotion. C'est une porte de sortie pour quelqu'un dont on veut se débarrasser. Et franchement, ce travail fait partie du problème. J'essaie toujours d'impressionner, j'ai toujours l'impression que ce n'est jamais assez. Il secoua la tête. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je dois recommencer. Construire quelque chose de réel cette fois. Et Claire ? Qu'est-ce qu'elle en dit ? Un sourire triste apparut sur son visage. Claire est partie. Quand j'ai avoué nos dettes, nos problèmes, elle a fait ses valises le lendemain. Je pense qu'elle est tombée amoureuse de l'idée de l'homme à succès que je prétendais être, pas de l'homme incertain que je suis vraiment. J'ai senti mon cœur se serrer pour lui, mais il y avait aussi un étrange soulagement. Peut-être est-ce là la purge nécessaire, pensais-je, le feu qui défriche la forêt pour que de nouvelles graines puissent germer. Et où vas-tu vivre, sinon à Bordeaux ? Il hésita, regardant autour de lui l'appartement avec un regard neuf. En fait, je pensais, cet endroit a beaucoup de pièces vides depuis que tu as commencé à vivre seul. Peut-être que si la compagnie ne te dérange pas, je pourrais rester ici pendant un moment. Juste jusqu'à ce que je me ressaisisse. Les larmes me sont venues aux yeux sans avertissement. Mon fils, mon Étienne, demande à rentrer à la maison. Non pas comme un échec, mais comme un homme à la recherche d'un nouveau départ. Rien ne me rendrait plus heureux, répondis-je, ma voix tremblant légèrement. En plus, ces vieux os auraient besoin d'un peu d'aide pour les grosses courses. Nous avons ri ensemble, et dans ce rire il y avait la promesse de jours nouveaux. Des jours de reconstruction, de redécouverte, de vérité partagée et de secrets enfin libérés de leur captivité. Cette nuit-là, pendant qu'Étienne dormait dans sa chambre d'enfance, je m'asseyais près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris briller dans l'obscurité. J'ai pensé à François, mon cher mari, et à la façon dont il aurait approuvé ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pensé à Robert, mon premier amour, et au fils qu'il n'a jamais rencontré, mais qui portait ses traits dans son sourire et son tempérament. J'ai surtout pensé au voyage qui nous a amenés ici, aux paroles cruelles et aux vérités cachées, aux blessures infligées et aux pardons offerts, aux ponts brûlés et reconstruits. Vous voyez, en fin de compte, ce n'était pas une question d'héritage ou d'argent. Il ne s'agissait pas de punir ou de pardonner. Il s'agissait de la vérité la plus fondamentale de toutes, l'amour réel, imparfait, persistant est le seul héritage qui compte vraiment. C'est le seul héritage qui nous survit, qui continue de vivre dans les vies que nous touchons, les histoires que nous partageons, les secondes chances que nous nous donnons. Et tandis que les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles terrestres sous ma fenêtre, je souriais à l'idée qu'à 70 ans, j'avais encore des leçons à apprendre et des histoires à partager. Que je pouvais encore, face au défi le plus profond, trouver en moi la force de chercher non pas la vengeance, mais la vérité. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que font les mères. Nous protégeons, nous enseignons, nous pardonnons. Et parfois, quand c'est le plus difficile, nous laissons partir nos enfants, pour découvrir que le véritable miracle se produit lorsqu'ils choisissent de revenir. À 70 ans,
J'ai appris que les cicatrices les plus profondes peuvent devenir des ponts vers une nouvelle compréhension. Mon histoire avec Étienne ne s'arrête pas là. Comme toute relation entre mère et enfant, elle continue d'évoluer à chaque parole sincère échangée. Je veux savoir, qu'est-ce que ce voyage a éveillé en toi? Quels souvenirs, quelles réflexions se sont renforcées en suivant mon histoire? Vos commentaires sont comme des lettres qui arrivent à ma porte, chacune avec un morceau de sagesse que seules les années peuvent apporter. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour nous tous qui portons des histoires stockées dans des tiroirs depuis des décennies, en attendant le bon moment pour les partager. Chaque inscription est une promesse que nos expériences ne seront pas perdues dans le temps. Como disait Mo et M. Paris, les histoires sont les bijoux que nous léguons aux générations futures. À bientôt. Il y a bien plus à venir.